Il est 18 h, je vous propose de commencer. Tout d'abord, bienvenue à ce webinaire intitulé Face à la sécheresse, Paris doit aussi s'adapter. Donc, c'est un webinaire qui va durer de 18 h à 19 h 30. Concernant le fonctionnement du webinaire, donc il y a un enregistrement qui est en cours. Et les caméras et micros sont uniquement activés pour les intervenants. Donc, vous voyez normalement leur caméra à l'écran. Et vous pouvez en revanche poser vos questions directement dans l'onglet questions et réponses tout au long du webinaire. Il n'y a pas de souci au cours des présentations. Et les intervenants pourront répondre à l'écrit et on aura aussi des temps d'échange dédiés que je vous présenterai dans le déroulé détaillé de ce webinaire. Je voulais juste présenter l'équipe d'animation. Donc moi-même, Justine Bichon, je suis chef de projet à l'Agence parisienne du climat, au pôle transition, donc sur les questions de transition écologique et particulièrement d'adaptation au changement climatique. Et pour modérer avec moi cet événement, il y a aussi Mathis Moinard. Mathis, je te laisse dire un mot. Enchanté tout le monde. Mathis Moinard, voilà, stagiaire et chargé de mission Adaptaville à l'Agence parisienne du climat. Donc voilà, je vais modérer ce soir pour le questions et réponses. Donc voilà, juste pour rappel, les questions sont à mettre dans l'onglet questions et réponses et pas dans l'onglet discussion du webinaire pour simplifier un petit peu les choses. Voilà, bon, bon. Merci beaucoup. Et puis Cécile Gruber, qui est directrice transition et communication, et qui, avant qu'on présente tous les intervenants, va dire un petit mot pour présenter l'Agence parisienne du climat. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je suis Cécile Gruber, je suis directrice de la communication et directrice du pôle transition, qui est un petit pôle dans lequel justement on travaille sur des sujets d'adaptation au changement climatique, dont un qu'on va aborder ce soir. Alors, l'Agence parisienne du climat, juste pour vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que vous êtes nombreux à suivre ce webinaire ce soir, beaucoup de particuliers, mais aussi des professionnels. L'Agence parisienne du climat, c'est une agence qui a vocation à accompagner la mise en œuvre opérationnelle du plan climat de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris. Et elle est soutenue par 5 membres fondateurs qui sont la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, Météo France, la compagnie parisienne de chauffage urbain et EDF, mais aussi par l'ADEME Île-de-France et la Banque des territoires et une quarantaine d'adhérents. Et on travaille sur différents secteurs, en particulier le climat, l'énergie, le bâtiment, l'adaptation, avec plusieurs missions, des missions d'information gratuites pour les Parisiens et tous les acteurs du territoire sur tous les sujets d'atténuation et d'adaptation, des missions d'information, mais aussi de sensibilisation. On organise à peu près plus de 150 événements par an sur des sujets de sensibilisation, d'information, mais aussi de conseils euh, pour les particuliers ou les professionnels selon différents secteurs d'activité. Et puis, on a tout un travail de contribution à l'élaboration des politiques publiques climat-énergie, avec dernièrement l'accompagnement de la ville de Paris sur la révision du PLU bioclimatique et puis la révision en cours du plan climat air-énergie territorial de la ville de Paris. On travaille aussi sur la mise en place d'outils d'expérimentation ou d'animation de réseaux, notamment de réseaux professionnels, comme par exemple la plateforme adaptaville.fr. Adaptaville.fr, c'est une plateforme qui référence des solutions sur l'adaptation et vous pourrez en trouver notamment de nombreuses sur la gestion de l'eau. Et puis, elle assure surtout, et c'est son cœur d'activité, un gros travail en direction des habitants, des Parisiens, des Parisiennes, en tant que guichet unique d'information, de conseils et d'accompagnement sur la rénovation du bâti auprès en particulier des copropriétés parisiennes, des 40 000 copropriétés parisiennes, avec tout un dispositif d'accompagnement gratuit, indépendant, qu'on a mis en place, qui s'appelle le dispositif Coach CoPro, et une équipe de conseillers qui font partie du réseau France Rénov'. Parallèlement, on accompagne aussi toute la mobilisation du réseau professionnel sur le secteur de la rénovation de la copropriété en particulier. Et dans le cadre de toutes les activités qu'on a sur l'accompagnement, l'information, la sensibilisation au sujet du plan climat, on a différents formats, dont celui de ce soir, les cafés climat. Les cafés climat, on en organise plusieurs par an. Et l'idée, c'est justement de se saisir d'un sujet prégnant du plan climat, de regarder comment la question est traitée et surtout de faire intervenir des experts qui vont pouvoir échanger, apporter différents points de vue, leurs connaissances et toujours montrer les solutions qui sont mises en œuvre sur le territoire parisien ou les perspectives
à mettre en œuvre ou à déployer sur le territoire parisien pour répondre aux questions qu'on se pose. Alors, on a abordé différents sujets dans ces cafés climat dernièrement, notamment sur la précarité énergétique, sur les perspectives du solaire à Paris et tout un cycle sur l'adaptation avec la question du phénomène de l'îlot de chaleur urbain, avec la végétalisation à Paris, avec la climatisation comme sujet, en tant que sujet de maladaptation. Et celui qui nous intéresse ce soir va porter en particulier sur la question des sécheresses à Paris, qui pose les questions de ressources en eau, tant du point de vue de la quantité que de la qualité. Alors, le sujet de l'eau et le sujet des sécheresses, c'est un sujet dans le monde qui touche quelques milliards de personnes. Déjà, plusieurs milliards de personnes sont confrontées à des fortes tensions sur l'eau. En France, on a vu dernièrement que certaines villes ont dû être ravitaillées en eau potable. On a vu aussi des mouvements d'alerte sur le partage de l'eau. Et dans la région parisienne, eh ben, où est-ce qu'on en est? On sait qu'on a beaucoup d'eau dans la région parisienne aujourd'hui, en tout cas, que les réseaux d'approvisionnement et les systèmes de qualité de l'eau sont très robustes, mais on voit aussi de nouveaux phénomènes qui s'accentuent avec le dérèglement climatique, des phénomènes de sécheresse de plus en plus préoccupants. On a déjà vu, par exemple, dans le dernier, on publie des bulletins climatiques avec Météo France, et dans le dernier bulletin climatique saisonnier de l'hiver, on a constaté déjà un record que Paris a battu l'hiver dernier en termes de jours sans pluie. Et donc, on a eu 46 jours d'affilée sans pluie, ce qui n'a pas permis de rattraper déjà le déficit accumulé des saisons précédentes. C'est un signal. Et puis, on va, en plus des sécheresses qui vont s'accentuer, on a aussi des besoins en eau qui risquent d'augmenter, par exemple pour rafraîchir la ville. Alors, on se pose la question de voilà, comment sur le territoire parisien, on va pouvoir faire face à ces évolutions et comment les prendre en compte et dans quelle mesure ces phénomènes vont se déployer. Donc, c'est ce qu'on va voir avec l'éclairage des experts qu'on a invités ce soir et que je remercie vivement d'avance et qui vont nous aider à y voir plus clair sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Cécile. Bah, c'est l'occasion aux intervenants pour vous présenter. On va commencer par Florence Abetz, si vous voulez bien vous présenter très rapidement. Ah bah bonjour, donc moi je suis chercheuse au CNRS et prof attachée à l'ENS et donc je travaille dans l'hydroclimatologie en particulier et les eaux souterraines. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Charlotte? Oui, bonjour à tous. Je suis chargée de projet en hydraulique et hydrologie à la PTB Seine-Grand Lac. Et puis, je suis surtout des sujets en lien avec le changement climatique. On a aussi ce soir Benjamin Gestin. Bonsoir à toutes et à tous. Benjamin Gestin, directeur général d'Eau de Paris, la régie du service public de l'eau potable de la ville de Paris. Merci beaucoup. Et puis enfin, Marie-Pierre Padovani. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Marie-Pierre Padovani, à la direction de la transition écologique et du climat à la ville de Paris, et je suis responsable du pôle sur les thématiques de l'eau, de la Seine et de la sortie du plastique à usage unique. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Le programme de ce soir, il va essentiellement être différencié en deux parties. On va essayer dans un premier temps de comprendre de quoi on parle quand on parle de sécheresse, qu'est-ce que c'est, comment ça va évoluer, quel est l'impact du changement climatique sur les sécheresses et comment on y est confronté, nous, dans le bassin versant de la Seine. Et puis, on pourrait rassembler les trois autres présentations sous la casquette de comment on peut s'adapter, parce que c'est des acteurs très importants sur le territoire parisien, le PTB Hauts-de-Paris et la ville de Paris, et donc essayer de comprendre quelles solutions ces acteurs-là peuvent mettre en place pour essayer de pallier à des sécheresses qui, je vous spoil un peu, mais pourront être plus intenses à l'avenir. Pour commencer, je vous propose de faire un petit quiz. Et donc, normalement, vous allez voir une première question qui va s'afficher sur votre écran. Donc voilà, pour vous connaître un petit peu, donc c'est normal, les intervenants ne peuvent pas répondre. Ils ne pourront pas répondre à votre place. Est-ce que vous êtes plutôt professionnel? Est-ce que vous habitez ou particulier? Est-ce que vous habitez en région parisienne ou en dehors de la région parisienne? Et petite question piège, est-ce que vous êtes plutôt à prendre des bains tous les jours
ou plutôt des douches? Voilà, j'attends quelques secondes, mais a priori, on a quand même... voilà, je vais vous partager les résultats. Hop. Donc, normalement, vous les voyez. Donc, il y a quand même 40% de professionnels, 60% de particuliers, donc un public assez varié. Donc, on va essayer de répondre à tout le monde avec un niveau d'information suffisant. Beaucoup de personnes qui vivent en région parisienne, un sujet très localisé, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et puis, oui, il y a quelques personnes qui prennent des bains quotidiens, donc on va voir si ce sera toujours le cas après ce webinaire. J'ai une deuxième question. Pardon, désolée. Hop. C'est le temps de se lancer. Voilà. Une deuxième question sur le bassin versant de la Seine. À votre avis, quelle est la répartition des prélèvements d'eau? Est-ce qu'on a 35% de prélèvements dans les cours d'eau et 65% dans les eaux souterraines? Est-ce qu'on a 65% dans les cours d'eau et 35% dans les eaux souterraines? Ou est-ce qu'on a 85% de prélèvements dans les cours d'eau et 15% dans les eaux souterraines? Je vous laisse encore quelques secondes. Hop, je vois qu'il y a 80 personnes qui ont répondu. Je vais vous partager à nouveau les résultats. Donc, normalement, vous voyez les résultats. Donc, vous avez juste, effectivement, il y a 65% de l'eau qui est prélevée dans les cours d'eau, dans le bassin versant de la Seine. Je voulais poser cette question parce qu'en fait, l'eau, c'est une question enfin là, on a posé la question des sécheresses à Paris, mais en fait, c'est une question qui se pose à l'échelle du bassin versant. Tout est connecté. Florence rappellera les principes du cycle de l'eau. Et voilà, donc je trouvais ça intéressant de vous partager cette question et vous avez répondu juste, donc bravo. Troisième question, pour introduire un peu les propos de Charlotte. Euh, Qu'est-ce que le phénomène d'étiage? Est-ce que c'est une période où le taux d'humidité des sols est le plus bas? Est-ce que c'est la période de recharge des nappes phréatiques ou la période de l'année pendant laquelle les niveaux d'eau sont les plus bas? On a deux compétiteurs. Donc, je vois sur mon écran en direct, je vous partage les résultats. Donc effectivement, vous avez encore juste, bravo, c'est la période de l'année pendant laquelle les niveaux d'eau sont les plus bas. Et justement, le PTB Seine-Grand Lac gère en fait plusieurs lacs réservoirs et participe au soutien d'étiage qui va permettre finalement de limiter en fait la baisse de ce niveau d'eau. Et on va voir que ça a un rôle vraiment prédominant sur le bassin de la Seine et que on pourrait, s'il n'y avait pas ce soutien d'étiage, peut-être traverser la Seine à pied. Donc voilà, Charlotte vous partagera le rôle du soutien d'étiage, ses limites, etc. Pour traverser à pied, c'est dans les cas extrêmes. Et la dernière question, l'avant-dernière, pardon, combien de litres d'eau consomme un Parisien chaque jour? 60 litres, 120 litres ou 180 litres? Je donne encore quelques secondes. Voilà. Donc, je vois les résultats. Et effectivement, c'est 120 litres. C'est un peu moins que la moyenne nationale qui est de 150 litres. C'est les chiffres trouvés sur le site d'eau de Paris. Je laisserai Monsieur Justin peut-être compléter et détailler ça dans sa présentation. Mais l'eau potable, c'est aussi une question prédominante. Je pense que vous êtes peut-être quelques-uns à vous poser la question, est-ce qu'on manquera d'eau potable un jour à Paris? Donc voilà, on va répondre à toutes ces questions-là grâce à l'intervention de Benjamin Gestin, donc, qui est directeur général de la Régie Hauts-de-Paris, qui gère l'approvisionnement en eau potable sur la ville de Paris. Et puis la dernière question, et j'en finis.
À Paris, il existe un réseau d'eau non potable, je ne sais pas si vous étiez au courant, de 1700 km de canalisation. Mais à quoi sert-il? Est-ce qu'il sert à, si vous avez un choix multiple, approvisionner les étangs, les rivières des parcs et jardins, arroser les espaces verts, nettoyer la voirie, approvisionner les brumisateurs ou entretenir les égouts? On vous laisse répondre. Voilà, bah, je partage les résultats. Donc, il y en a juste deux personnes qui sont tombées dans le piège. Donc, le réseau de non potable a beaucoup d'opportunités pour la ville de Paris. Donc, effectivement, il approvisionne les étangs, les rivières des parcs et jardins. C'est un des ses plus gros postes. Et par contre, il ne sert pas à approvisionner les brumisateurs. Les brumisateurs, c'est de l'eau potable parce qu'il y a des questions sanitaires qui sont prédominantes. Et voilà, ils sont même contrôlés plusieurs fois dans l'année. Voilà. Mais en revanche, il a d'autres utilités, arroser les espaces verts, nettoyer la voirie, entretenir les égouts. Et là, c'est Marie-Pierre Padovani qui vous fera un petit focus sur le réseau d'eau non potable et son utilisation à Paris. Et on arrête ce petit quiz et puis je vais donner la parole à Florence Avette. Merci beaucoup d'avoir participé pour nous expliquer le phénomène des sécheresses. Qu'est-ce que c'est? Et Florence, est-ce qu'on va devoir faire face à des sécheresses intenses sur le bassin versant de la Seine? Merci Justine, merci pour l'invitation. Donc je vais partager mon écran. Voilà, je partage et je mets en grand. Est-ce que vous le voyez en grand, vous? C'est bon? Ok. Donc merci. Donc effectivement, je vais vous parler du devenir des sécheresses sur le bassin et plus généralement dans le monde et en Europe. Donc c'est une introduction un petit peu changement climatique et sécheresse. Et je vais donc commencer par vous parler un petit peu de ce que c'est une sécheresse, parce qu'en fait, on peut avoir différentes visions de ce que c'est. Pour un gestionnaire, typiquement, une sécheresse, ça va être en fait une pénurie d'eau pour les usagers, donc un risque de pénurie. Et finalement, ça va surtout dépendre de la demande. Mais pour nous, en tant que scientifiques, on va plutôt le définir comme un niveau, un événement qui arrive rarement. Donc un événement où il y a peu d'eau et qui arrive rarement, donc on va le considérer au moins pour une période de retour de l'ordre de 10 ans. Et du coup, ça va vraiment dépendre des conditions hydrométéo. Alors, on parle souvent de différents types de sécheresses parce qu'effectivement, les sécheresses, en fait, elles peuvent avoir plusieurs causes, mais la principale cause, c'est les précipitations. Et on a un manque de précipitations et on a une propagation, en fait, des sécheresses de l'atmosphère vers le sol, les rivières et les nappes. C'est ce que vous voyez avec cette figure, hein, où on voit qu'en fait, à un moment donné, on peut avoir un déficit de précipitation. Et ce déficit, il va se propager sur la quantité d'eau qui va ruisseler, la quantité d'eau dans les sols, dans les rivières, et puis finalement dans les nappes. C'est très important d'avoir en tête cette information-là, puisque vous voyez qu'on peut avoir un décalage de plusieurs mois entre une sécheresse dans les rivières, enfin plutôt dans les nappes versus le déficit de précipitation. Et vous voyez par exemple dans ce graphique, entre l'année 3 et 4, on a des niveaux très bas de la nappe qui arrive bien après le déficit de précipitation, mais qui du coup peut générer, avec un événement de précipitation, de déficit de précipitation un peu moindre, malgré tout des débits qui restent très faibles. Donc on a un effet mémoire malgré tout de ces différents compartiments qui peuvent finalement aggraver l'intensité d'une sécheresse, en tout cas son ressenti dans les différents compartiments. Donc ça, c'est des sécheresses qu'on va dire relativement naturelles, hein, qui sont liées aux conditions hydrométéo, mais malheureusement, à ces types de sécheresse s'ajoute une sécheresse qui devient très importante, qui sont des sécheresses qu'on appelle anthropiques, et qui sont liées à des prélèvements humains qui sont trop importants par rapport à la ressource. Et actuellement, on considère qu'en Europe, on a environ 20% des sécheresses hydrologiques qui sont liées à des trop forts prélèvements. Alors, juste pour faire un petit focus sur l'eau douce, hein, finalement, hein, le cycle de l'eau, vous avez ici une figure qui est issue du dernier rapport du GIEC, hein, rédigé par notre collègue Hervé Douville.
et qui remontre l'importance de l'océan, bien sûr, sur le cycle de l'eau. Beaucoup de précipitations tombent sur les océans du fait que l'évaporation des océans est importante et permet d'alimenter l'atmosphère en vapeur d'eau. Mais il y a quand même une grosse partie de cette eau qui va également alimenter en vapeur d'eau au-dessus des continents. Et on a environ 40% des précipitations sur les continents en général à l'échelle du globe qui viennent des océans. Les précipitations elles vont évidemment s'accumuler sous forme de neige, puis ensuite s'écouler sur les bassins versants, et puis également dans les rivières. On voit dans ce schéma qu'il y a une partie importante qui est les usages humains. Et en fait, à l'échelle du globe, on constate qu'en fait, les prélèvements humains représentent jusqu'à 50% en fait, des débits de la planète. C'est vraiment considérable. En fait, on a vraiment un impact très fort sur le cycle de l'eau naturelle. Et en France, on a un petit peu moins évidemment de prélèvements que les 50%. Par contre, on a une part des précipitations qui viennent des océans finalement qui est beaucoup plus importante parce qu'on se situe simplement à l'est de l'océan Atlantique et on reçoit beaucoup de vapeur d'eau. Donc en France, on a environ 90% en Bretagne et disons 70% dans l'est de la France qui viennent de la vapeur d'eau qui vient des océans. L'évapotranspiration, donc la part des pluies qui repart directement vers l'atmosphère est assez importante, c'est environ 60% à l'échelle nationale, et c'est plus en fait sur le bassin de la Seine. Alors c'est plus bizarrement, non pas parce qu'il fait plus chaud sur le bassin versant de la Seine que sur, par exemple, le Rhône, mais c'est parce qu'en fait on n'a pas de manteau neigeux, nous, donc on n'a pas d'accumulation comme ça des précipitations qui vont fondre d'un coup. Et puis également, on a des pluies qui sont très régulières et qui donc, du coup, vont tomber toute l'année et vont pouvoir plus facilement être reprises par évaporation par la végétation. Une singularité aussi de notre bassin versant, c'est qu'il y a des eaux souterraines très importantes. On a des grands aquifères multicouches sur le bassin et qui, finalement, vont interagir très fortement avec les rivières. On a à peu près, on va dire, presque 2/3 des débits qui peuvent venir des nappes. Alors, on a vu le rôle des prélèvements très important, donc c'est un peu une tendance qu'on a à l'échelle globale. Vous avez ici une évolution des prélèvements humains entre 1900, on va dire 40 et nos jours, à la courbe en bleu. Vous voyez c'est une hausse très conséquente, qui est principalement pilotée par une hausse de l'irrigation, qui a quand même pour co-bénéfice d'avoir quand même une augmentation de la productivité terrestre, mais donc des prélèvements tout à fait importants. Or, l'eau douce, c'est aussi un habitat pour la biodiversité, à peu près 10% des espèces animales. Et en fait, on a une biodiversité qui est en forte extinction, donc ça, je pense que vous le saviez, mais elle est particulièrement en extinction dans les milieux aquatiques, avec un déclin, donc c'est la courbe en bleu, qui est 2 fois plus rapide que celui des espèces terrestres, qui est ici représenté en vert, et même plus rapide que l'extinction des espèces marines. Et en particulier, on a aussi une grosse disparition des zones humides. Donc ça, c'est un peu le contexte. Et donc, pourquoi ça change dans le contexte du changement climatique? Donc, on a un petit peu vu dans la diapo précédente, on a une très forte interaction entre l'atmosphère et le cycle de l'eau. Et en fait, c'est ça qui est modifié avec le changement climatique. Donc, on a plusieurs aspects. On a une modification de la circulation générale, donc la circulation dynamique. En particulier, si on regarde ici au milieu, on a la cellule de Hadley qui qui disperse l'énergie reçue au niveau de l'équateur avec des cellules qui montent très haut, qui créent des gros nuages qui tombent et qui en fait amènent de l'air sec sur actuellement plutôt les 30 degrés sud. Et avec le changement climatique, elle va s'élargir et du coup on va avoir des zones sèches qui seront plutôt à plus haute latitude et en particulier au niveau de la zone méditerranéenne qui va être un hotspot particulièrement sec, donc qui est ici en rose, rouge, alors que les zones en bleu sont plutôt des zones qui vont s'humidifier. Donc, de par la circulation atmosphérique, on va assécher certaines zones, donc y compris le sud de la France, et on va pouvoir humidifier d'autres, donc y compris ici le nord de l'Europe. Donc ça, c'est un effet dynamique. On a aussi des effets thermodynamiques, notamment parce qu'il y a une relation entre la température de l'air et la capacité de l'air à porter de l'eau, donc qui est illustrée ici. Donc, en gros, on considère que pour 1 degré d'élévation de la température, l'air peut porter 7% d'humidité en plus. Donc, si on illustre un petit peu la vapeur d'eau qui peut être portée par une atmosphère, avant réchauffement, ce serait ce carré bleu, et puis après réchauffement, ce serait ce carré bleu foncé. Donc ça veut dire qu'il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, comme on voit dans la graphique ici, ça veut dire qu'il peut pleuvoir plus, et finalement, on va avoir des épisodes de pluie intenses qui seront plus intenses avec le changement climatique. Et c'est déjà observé, on l'observe un petit peu partout, et en France, les précipitations les plus intenses qu'on peut avoir
c'est essentiellement dans les Cévennes, hein. Et ben, les Cévennes, également, on a pu observer sur 50 ans une 22% d'intensité moyenne des précipitations extrêmes. Donc ça, c'est une étude d'Aurélien Ribs en 2017. Mais étonnamment, le même processus, eh bien, il va générer plus de sécheresse. Pourquoi? Parce que en fait, on a des continents qui vont se réchauffer plus vite que les océans. Or, je vous ai dit, hein, en France et en particulier sur le bassin de la Seine, eh bien, la plupart de la vapeur d'eau, elle vient des océans. Donc, du coup, les océans, eux, ils nous apportent cette quantité un petit peu supplémentaire de vapeur d'eau, mais en fait, les continents, ils auraient besoin de la quantité ici illustrée en jaune. Et donc, finalement, ben, on a un déficit de vapeur d'eau qui va se creuser, qui va augmenter avec le changement climatique. Et du coup, on a une demande en évaporation qui augmente. Ça, c'est déjà observé, hein, sur 30 ans. Donc, il y a des études à l'échelle globale qui ont montré que le déficit d'humidité a augmenté de 11% et que ça impacte déjà la croissance des plantes. Et on peut l'illustrer notamment avec des courbes de l'évolution de l'humidité relative de l'air. Donc ça, c'est une courbe issue du centre européen, sur l'ensemble de l'Europe, où on voit que finalement, entre 1980 et 2020, on a une réduction continue de l'humidité relative de l'air à 2 mètres. Et ça, bon, voilà, c'est très général sur l'Europe. Alors, ce n'est pas le seul problème associé au changement climatique, évidemment, puisque à ça s'associe également un impact sur la qualité de l'eau. Donc, changement climatique, ça impacte l'hydrologie qui est souvent réduite, du coup, en tout cas en période chaude, mais également, ça amène beaucoup de rayonnement, notamment qui est favorable à l'alimentation des algues. Et du coup, on va avoir des effets d'eutrophisation qui vont augmenter. Donc, c'est illustré ici avec des algues, mais aussi avec des cyanobactéries sur les grands lacs, avec ici une image aux États-Unis. Les cyanobactéries étant particulièrement problématiques puisqu'elles peuvent relâcher des toxines. Donc, avec le changement climatique, à quoi on s'attend? Pour ça, il faut faire des projections. Et vous le savez, les projections, elles dépendent un peu de nos émissions de gaz à effet de serre. Et là, vous avez une figure qui présente l'évolution de nos émissions à gaz à effet de serre depuis 1990 à nos jours, avec les projections donc, pour maintenir un monde à 1,5 degré ou à 2 degrés. Et puis, bon, les tendances actuelles. Donc, ce que vous pouvez voir, en tout cas, c'est que pour maintenir à 1,5 degré, en fait, il faut une réelle rupture par rapport à ce qu'on fait actuellement, plus qu'une transition, une réelle rupture. Actuellement, on est sur le chemin blanc, là, ça veut dire que, en fait, on est un petit peu comme ce papa qui dit à sa fille, voilà, je t'aime, mais en fait, je préfère les énergies fossiles. On a beaucoup de mal à se désengager des énergies fossiles. Néanmoins, en prenant ces différents scénarios, eh bien, on arrive à anticiper, à avoir une idée, une image de ce que pourrait être le futur. Et vous avez ici une évolution des précipitations à l'échelle du globe pour différents élévations de température globale, donc 1,5 degré, 2 degrés, 4 degrés. En vert, c'est plutôt plus d'eau, en marron, moins d'eau. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce que vous voyez simplement, c'est que plus la température globale chauffe et plus les changements sont marqués, la couleur est plus intense, et donc plus on chauffe et plus les changements sont forts, plus on va vers des extrêmes marqués. En France, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en fait, il y a beaucoup d'incertitudes, mais en gros, l'image qu'on a, c'est à peu près celle-ci, hein. Donc ça, c'est une vieille étude de 2018, mais pour l'instant, on n'a pas encore mieux. Ça ne va pas tarder, mais en gros, on a un assèchement très net sur la partie méditerranéenne. On a un nord de la France qui pourrait être plus ou moins stable, une partie peut-être même un petit peu pluvieuse. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on n'est pas très certain de l'évolution totale des précipitations. Sur cette projection-là, il y avait des variations entre plus 3% et moins 15%. Donc là, c'est la moyenne d'ensemble. Donc toujours beaucoup d'incertitudes. Et en plus, même quand il y a un petit peu plus d'eau, eh bien, du fait que l'évapotranspiration augmente, même s'il y a plus de précipitations, il n'y a pas forcément plus d'eau dans les nappes ou dans les rivières. Et puis, donc, il y a ces fameuses sécheresses qui vont évoluer. Et ici, je vous montre une figure qui montre l'évolution de la durée des sécheresses les plus longues en Europe. Ici, il s'agit de moyennes également multimodèles. Vous avez en gros le monde à 1 degré tel qu'on le vit actuellement, où on aurait des sécheresses sur toute l'Europe qui seraient de l'ordre de 1 an pour la sécheresse la plus longue. C'est un petit peu ce qu'on a connu cette année finalement, hein, une sécheresse qui a commencé, je dirais, en 2022, puis qui s'est finie plus ou moins selon les régions en 2023. Donc ça, c'est l'actuel. Et puis finalement, dans un monde à 1,5 degré, plutôt qu'avoir 1 an, on aurait des sécheresses qui pourraient durer 3 ans. Pour 2 degrés, on aurait des sécheresses qui dureraient 5 ans.
2,5 degrés, c'est 7 ans, et 3 degrés, ça atteindrait 9 ans. Donc, et vous voyez que c'est assez général, en fait, le bassin de la Seine n'est pas forcément moins marqué que les autres, hein. Il n'y a que quand on atteint 3 degrés qu'il commence à y avoir une différence entre le sud de l'Europe et le nord de l'Europe. Et malheureusement, toutes les études s'accordent sur le fait qu'on a une augmentation de la durée des sécheresses dans un contexte de changement climatique, que ce soit la sécheresse du sol, la sécheresse en rivière ou la sécheresse des nappes. Et clairement, chaque demi-degré compte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, simplement quelques éléments issus du GIEC. Le groupement intergouvernemental d'études du climat, hein. Donc, actuellement, on voit des tensions sur l'eau dans certaines régions d'Europe, hein, ça c'est un constat. Ensuite, le développement de réserves et de transferts interbassins peut créer des inégalités d'accès et perpétuer des pratiques de maladaptatives, donc avec une confiance haute. Autour de 2 degrés, des mesures transformationnelles, par exemple, le changement important d'occupation des sols, deviennent nécessaires. Donc ça, c'est avec une confiance moyenne. Et puis, toujours pour l'Europe, autour de 3 degrés, même un très grand nombre de mesures d'adaptation cohérentes ne peuvent garantir d'éviter des pénuries d'eau. Voilà, confiance moyenne. Donc, on voit que le GIEC est quand même là-dessus, nous prévient également qu'il va falloir agir très rapidement pour éviter les situations les plus dramatiques. Que ce soit encore une fois sur le bassin de la Seine, mais également sur les autres. Il faut bien avoir cette notion-là, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir de solidarité trans-bassin, on va dire, puisque en fait la sécheresse risque vraiment d'être généralisée sur l'Europe. Voilà, donc en conclusion, l'eau est menacée par les activités humaines, que ce soit la pollution, c'est important d'avoir de l'eau de qualité quand on en a peu, le dérèglement climatique et les prélèvements. Et donc, pour y remédier, il faut que les solutions aient plusieurs co-bénéfices, hein. L'atténuation, bien sûr, au changement climatique, mais également la préservation de la biodiversité, la réduction des pollutions et la préservation des sols. Et donc, voilà, ne paniquez pas et organisez-vous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Florence, pour ce panorama et ces explications très complètes. On a un petit temps d'échange qui est prévu. Si vous avez des questions, je vois qu'il y en a quelques-unes dans le chat et dans l'onglet questions-réponses. Mathis, est-ce que tu peux nous en faire parvenir quelques-unes? Oui, alors on a une question de Guillaume. Comment vous définissez scientifiquement une sécheresse? Alors, comme je disais, on utilise plutôt l'information de rareté. Donc, en fait, on utilise typiquement ce qu'on appelle des indices standardisés, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, regarder un débit. On va regarder comment le débit du mois ou de la journée se compare par rapport à la distribution passée. Et on va regarder si, effectivement, c'est un phénomène assez rare. Pour le simplifier, en fait, et pour pouvoir le comparer à l'échelle d'un bassin versant, on le standardise, ce qui nous permet de comparer, on va dire, les rivières avec des gros débits et les rivières avec les bas débits. C'est pareil pour la nappe qui est profonde ou pas. Et donc, en gros, on va pouvoir considérer la durée que l'on passe en dessous d'un seuil qui correspond à, finalement, une fréquence historique de 30 ans, de période de retour de 10 ans. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais nous, on va qualifier des indices sur les précipitations, sur l'humidité du sol, sur les débits et sur les nappes. D'accord, donc une autre question plutôt d'actualité. Donc scientifiquement parlant, les mégabassines, est-ce que c'est bien ou pas? En fait, ce qu'on sait, c'est que il y a un risque de maladaptation lié au stockage, hein. Malheureusement, on le sait parce que les barrages, c'est pas une nouveauté, hein. Comme je vous ai montré, les prélèvements augmentent beaucoup. Donc, la quantité de stockage d'eau a beaucoup augmenté en Europe et dans le monde. On a dit 50% des débits sont détournés, donc c'est vraiment énorme. Et donc, ce qu'on sait, c'est que les endroits où ils ont tout mobilisé sur le stockage pour se prémunir des inondations, des sécheresses, excusez-moi, eh bien, c'est quand même des zones où ils ont toujours des pénuries d'eau. Pourquoi? Parce que simplement, en fait, quand on a un stockage, on a une offre qui est disponible et puis finalement, on s'adapte à consommer cette offre et finalement, on devient de plus en plus dépendant. Donc, du coup, à la moindre pénurie, on nous dit il nous manque de l'eau, on recrée un stockage, etc. C'est un cercle vicieux qui est très bien observé, hein.
On appelle ça aussi verrouillage technique, bien sûr, mais bon, on l'observe très bien, notamment en Australie, au Brésil, aux États-Unis. Et donc voilà, on sait que c'est pas une solution de long terme et qu'au contraire, ça peut empirer les choses avec des impacts très forts, notamment sur la biodiversité. Donc c'est pour ça qu'on est prudent sur cette solution. Et, Est-ce qu'il y a ah oui, j'y vais. ouais, une dernière question? Je voulais voilà, vous redemander de bien préciser ce que c'était une mesure de maladaptation et peut-être de nous donner 2 ou 3 exemples avec ça. Ah bah, la maladaptation, bah, c'est quelque chose qui peut régler un problème temporairement pour certaines personnes, mais l'aggraver finalement sur la durée pour tout le monde. Voilà, par exemple, donc, si on prend le cas des méga-bassines, ça va être de dire, OK, je continue ma culture actuellement parce que j'ai un stockage d'eau, plutôt que d'anticiper tout de suite en retravaillant ma pratique agricole, peut-être mon sol, etc., pour mieux stocker de l'eau. Donc, investir dans des solutions qui seraient peut-être plus pérennes, qui auraient peut-être plus de bénéfices sur la biodiversité. Voilà, c'est un petit peu ce genre de choses. Ça peut être aussi, par exemple, d'améliorer le traitement de la qualité de l'eau par des stations d'eau potable plutôt que de réduire la pollution. Vous voyez, quelque part, le consommateur, il est gagnant très vite. Par contre, finalement, l'écosystème et globalement les citoyens deviennent tout dépendants d'une infrastructure technique qui va nécessiter elle-même de l'énergie qu'on ne sera peut-être pas complètement capable d'assurer sur des périodes futures où on s'attend à avoir peut-être des pénuries multiples et variées. Voilà. Je sais pas si... Très clair. Merci beaucoup, Florence. Pour respecter le timing, on va passer à la présentation de Charlotte, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Florence aussi, vous pouvez vous y répondre s'il y a certaines questions qui n'ont pas été répondues. Donc là, maintenant, on se pose un peu la question de bah, concrètement, chez nous, qu'est-ce que ça veut dire une sécheresse? Et on a dit que la majorité des prélèvements étaient effectués dans les cours d'eau. Et justement, il y a des solutions qui sont mises en place à travers le soutien d'étiage pour essayer de maintenir le niveau de ces cours d'eau. Et on va se poser la question, Charlotte, avec les sécheresses, est-ce que c'est une solution qui est tenable sur le long terme et à quel point elle peut répondre à ce phénomène? Bah, je vous laisse la parole. Pardon, merci. Donc en effet, maintenant, je vais vous parler de soutien d'étiage, qui est l'une des missions de l'établissement de bassin Seine-Grand Lac. Donc je vous présenterai dans un premier temps l'établissement ainsi que ses ouvrages. Nous verrons ensuite quelques principes de base, qu'est-ce qu'un étiage? Les enjeux à l'échelle du bassin, puis je vous présenterai très rapidement qu'est-ce que les 4 lacs réservoirs et leur gestion. Et enfin, nous verrons quelques outils pour la surveillance des étiages et les effets attendus du changement climatique. Alors, le PTB Seine-Grand Lac est un syndicat mixte qui regroupe 4 conseils départementaux, dont Paris. Et depuis décembre 2017, nous a rejoint la métropole du Grand Paris, 3 communautés d'agglomération et la région Grand Est. Le territoire d'action de l'EPTB, c'est la carte à droite et ça représente en fait le bassin amont de la Seine jusqu'à la confluence avec l'Oise et la Seine. Donc nous sommes gestionnaires et propriétaires de 4 lacs réservoirs qui permettent 2 missions, de diminuer les effets des crues et de soutenir les étiages. Depuis 2007, nous développons de nouvelles missions pour contribuer à réduire la vulnérabilité de l'agglomération francilienne, notamment à travers les PAPI. Alors, à l'échelle du bassin, donc comme je l'ai dit, il y a 4 réservoirs situés sur les 4 principaux axes, la Marne, l'Aube, la Seine et l'Yonne. Donc, le premier réservoir qui a été construit sur le bassin, c'est le réservoir de Pansières sur l'Yonne en 1949, et le plus récent est celui de l'Aube en 1990. En total, ces réservoirs représentent une capacité de stockage de 800 millions de mètres cubes, et bientôt on comptera un 5e ouvrage avec le projet de la Bassée, qui est en cours de travaux, et qui nous apportera une capacité supplémentaire pour l'écrêtement des crues de 10 millions de mètres cubes. Alors, qu'est-ce qu'une sécheresse d'un étiage? Les principes de base. Alors, un débit dans un cours d'eau, il suit un cycle annuel avec des périodes de hautes eaux et des périodes de basses eaux. Et la période de l'année où le niveau du cours d'eau atteint son débit le plus bas, c'est la période d'étiage. Donc, c'est en fait un phénomène dit naturel.
Ici, vous est représenté en fait un graphique des variations annuelles du débit de la Seine en amont du lac réservoir Seine. Et en fait, ce sont des débits classés. Bon, c'est pas très important, mais c'est ce qui nous permet de caractériser l'étiage en cours. Donc à présent, si on zoome sur la période d'étiage, donc on peut voir différentes couleurs et qui permettent en fait de définir l'étiage en cours. Donc, la couleur bleue qui caractérise un étiage plutôt modéré, la couleur blanche, un étiage moyen, et la couleur rouge, un étiage plutôt sévère. Donc je vous ai superposé à tout ça les années 2022 et l'année en cours 2023. 2022, ça a été un étiage plutôt sévère avec des débits très bas dès le mois de mai, alors que 2023, on a un étiage plutôt moyen, malgré quelques bas débits au cours du mois de juillet. Alors, l'action de soutien d'étiage, c'est de restituer au milieu des volumes qui ont été stockés pendant la période hivernale, la période plutôt humide. Donc, vous avez les débits en amont des lacs réservoirs, et le fait de restituer de l'eau au milieu, ça permet d'augmenter les débits, et ainsi on passe d'un état d'étiage sévère à un état plutôt modéré. Donc voilà en quoi consiste l'action de soutien d'étiage. Donc, quels sont les enjeux protégés grâce à cette action? Donc, il existe différents à l'échelle du bassin, différents enjeux majeurs. Donc, l'étiage, c'est un enjeu pour la qualité des milieux, c'est aussi un enjeu pour différents types d'usages, la navigation, l'alimentation d'eau potable, pour le secteur énergétique avec la centrale nucléaire de Nogent, et aussi pour les usages industriels. Nous avons réalisé en 2022 une étude sur l'incidence socio-économique des étiages sévères à l'échelle du bassin de la Seine. Et vous avez représenté ici les prélèvements d'eau mensuels sur le bassin pour différents types d'usages. Donc on voit que pour les principaux usages, en fait, des prélèvements qui restent relativement constants, sauf pour l'irrigation, où en fait on a plutôt des prélèvements qui sont réalisés sur la période estivale. Quand on parle de prélèvement, on parle de besoin en eau, alors que quand on veut parler, comprendre l'impact de l'usage sur la ressource, il faut parler alors cette fois-ci de consommation. Et la consommation, c'est le débit prélevé moins le débit restitué. On peut prendre l'exemple d'une centrale nucléaire. La centrale va prélever des quantités d'eau importantes, mais la plupart du volume est restitué. Contrairement à l'irrigation, donc on peut voir que c'est un petit préleveur, mais en fait, toute l'eau qui a été prélevée, elle est consommée. Donc c'est un gros consommateur. À l'échelle de l'année, donc le graphique à droite, on peut voir un pic de consommation au mois de juillet-août, et c'est la période d'étiage, la période où on a les débits les plus bas. Nous avons réalisé un bilan socio-économique à l'échelle du bassin, et on peut voir que la plupart des usages tributaires du soutien d'étiage, ce sont des enjeux qui représentent des enjeux majeurs à l'échelle du bassin. Donc, on peut voir, par exemple, pour le secteur industriel et l'alimentation en eau potable, plusieurs milliards d'euros de valeur ajoutée, ou encore pour la centrale nucléaire de Nogent, plusieurs centaines de millions. Alors, nos 4 lacs réservoirs, donc, leur gestion suit un cycle annuel, un cycle de remplissage tout d'abord, plutôt une phase de remplissage de novembre à juin. Puis, on entame à partir de juillet jusqu'à octobre une phase de déstockage. C'est ce qu'on appelle la période de soutien d'étiage. Théoriquement, cette phase s'étend du 1er juillet au 1er novembre, mais en fait, dans les faits, le déstockage est fréquemment adapté à la situation hydrologique, et on peut démarrer fin mai et prolonger le soutien jusqu'à mi-décembre. Et c'est ce qui est plutôt fait aujourd'hui. Alors, pour illustrer tout ça, donc pour illustrer cette gestion, ici, vous est représenté, c'est une photo prise sur le lac Aube fin juin avec un remplissage de 100%. Et lorsqu'on reprend la même photo 5 mois plus tard, fin novembre, on obtient cette photo avec un remplissage de 13%. Donc ça représente en fait une diminution du plan d'eau de 8 mètres, et avec une vitesse moyenne d'abaissement du plan d'eau de 8 cm par jour. Donc ici, on voit bien le marnage avec la hauteur et la différence de hauteur entre fin juin et fin novembre. Donc quelques chiffres, les volumes restitués par les lacs représentent 70% du débit cumulé. On peut atteindre jusqu'à 60% du débit observé à Paris, et de 25 à 98% du débit observé sur les tronçons réalimentés. À la carte à droite vous représente les chiffres pour l'année 2022. Donc à Paris, en 2022, le débit restitué représentait 55% du débit observé. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 45.
Donc, le soutien d'étiage, il permet d'assurer la continuité des usages tout au long des axes régulés. Alors, quels outils avons-nous à notre disposition? Donc, les services de l'État, ils assurent un suivi renforcé en période d'étiage. Nous avons à disposition plusieurs stations, dites des stations étiage, où on regarde, on observe les débits. Et à ces stations, on dispose de différents seuils qui traduisent en fait l'état de criticité de l'étiage. Donc, c'est 4 seuils, le seuil de vigilance, alerte renforcée et crise, qui peuvent entraîner plusieurs niveaux de restriction. Donc, par exemple, en vigilance, on est plutôt à un stade, si on passe le seuil de vigilance, on est plutôt à un stade de sensibilisation, de surveillance accrue. Dès qu'on passe le seuil d'alerte, c'est là où apparaissent les premières restrictions, avec une diminution des prélèvements de 30%. L'alerte renforcée correspond à peu près à 50%. Et en crise, dès qu'on atteint le stade de crise, on va essentiellement conserver les prélèvements prioritaires, l'alimentation en eau potable, la sécurité nucléaire et le respect de la vie biologique. Je vous ai représenté à gauche la carte nationale des arrêtés pris en 1er septembre 2022. Et on voit plutôt une carte rouge, donc avec des seuils de crise franchis, et un état un état qui est plutôt satisfaisant sur le bassin de la Seine. Et ça, c'est grâce à l'action de soutien d'étage. Donc, pour vous représenter un peu l'effet du soutien d'étiage, donc ici, je vous ai représenté une action avec en haut soutien et sans soutien d'étiage en bas. Donc, c'est des petites frises de juin à octobre qui traduisent en fait le seuil franchi. Donc, on voit que sur le bassin, nous n'avons franchi aucun seuil de restriction. Donc, grâce au soutien d'étiage, nous avons pu maintenir les débits au-dessus du seuil d'alerte. Et sans soutien d'étiage, donc ces 3 stations, Paris, Pont-sur-Seine et Gournay, on aurait eu des risques d'impact socio-économique significatifs et jusqu'à 3 mois de jours de crise. Alors, les effets attendus du changement climatique. Donc, les scénarios d'étiage du futur prévoient une baisse des débits d'étiage de 20%, pas vraiment de tendance claire sur les débits hivernaux, un allongement de la durée des étiages jusqu'à 65 jours en plus, et une augmentation des besoins avec 8%. Donc nous, ce qu'on a essayé d'étudier dans notre étude, c'est de voir l'impact de ces hypothèses sur notre remplissage. Donc pour cela, en fait, on a retenu 4 scénarios d'étiage sévères historiques et on a regardé à différentes stations le nombre de jours sous le seuil de crise. Donc ça, c'est ce qui traduit en fait les petits chiffres en rouge, les petites 4 rouges. Et on a regardé ça pour différentes hypothèses de remplissage, donc de 10 à 100% de remplissage. Et on peut voir que, les résultats montrent que 50%, c'est le remplissage minimum nécessaire pour éviter le stade de crise. Donc, ce qui est un remplissage plutôt bas. Aujourd'hui, on a atteint un remplissage minimum d'au moins 70%. Donc, c'est un remplissage qui est aujourd'hui garanti. Par contre, pour Lyon, il y a un risque systémique, quel que soit le niveau de remplissage. Et donc ça, c'est on va dire une situation dite en présent. Et pour comprendre l'impact du changement climatique, on a appliqué les hypothèses précédentes à ces scénarios d'étiage. Et là, on voit que la situation se dégrade nettement. Il y a beaucoup plus de rouge. Les 50% en temps présent sont plus suffisants. Et il faudrait plutôt atteindre un remplissage de 100% pour pouvoir maintenir les stations, les débits au-dessus des seuils. Et on voit une nette dégradation, par exemple, sur la Seine ou avec, par exemple, à Paris-Austerlitz, les 50%, c'est pas possible. Il faudrait même plutôt attendre plutôt les 90, voire 100. Donc voilà, déjà, ce que nous dit cette étude, c'est qu'aujourd'hui, les 50, c'est plutôt bon, donc c'est plutôt garanti même. Mais demain, est-ce qu'on sera capable de remplir nos réservoirs? Ça, c'est encore la question. Alors, en conclusion, donc aujourd'hui, pour garantir la meilleure efficacité possible du soutien d'étiage et s'adapter au changement climatique, on mène plusieurs actions pour évaluer l'effet du changement climatique. Donc, on étudie l'effet des années sèches enchaînées et l'effet de l'évaporation. On développe des outils en partenariat avec le BRGM, des outils de prévision des étiages, et on poursuit nos études sur la révision de nos règlements de gestion, nos règlements d'eau des lacs réservoirs pour une meilleure prise en compte des étiages tardifs. Puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, notre mission de soutien d'étiage, elle est amenée à se prolonger de plus en plus. Et donc, l'idée, c'est de voir comment on peut optimiser notre gestion avec cette situation.
Mais bien sûr, ces adaptations, elles amèneront certaines contraintes et elles doivent être coordonnées avec une politique de partage de l'eau structurante à l'échelle du territoire. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette présentation. Je ne sais pas si tout le monde connaissait le rôle du soutien d'étiage. C'est un sujet un peu complexe, mais on trouvait ça intéressant de vous le présenter. Là, on a encore 5 minutes de questions-réponses. Mathis, est-ce qu'il y a quelques questions suite à la présentation de Charlotte? Oui, il y en a quelques-unes. Alors déjà, peut-être juste, pour aider un peu à visualiser, qu'est-ce que ça représente 800 millions de mètres cubes de stockage d'eau? Je ne sais pas si vous pouvez nous faire une comparaison. J'ai pas vraiment la comparaison, mais c'est vrai qu'on avait essayé de comparer ça à des piscines olympiques, mais je me rappelle plus du tout du chiffre. Mais c'est 800 millions, c'est énorme. D'accord. On avait une petite question aussi sur le scénario 2050. C'était avec quelle hypothèse climatique que ça avait été calculé? Alors, c'est les hypothèses que j'avais présentées, les baisses de débit et l'augmentation des prélèvements. Donc en fait, on a appliqué ça à des scénarios d'étiage passés et c'est ça qui a constitué nos scénarios futurs. D'accord. Sinon, une question sur la consommation d'eau pour la navigation. Expliquer en quoi ça consistait. La consommation d'eau, en fait, c'est tout ce qui est perte, transfert entre bassins et perte par évaporation. Parce qu'il existe des canaux en fait entre, par exemple, la Marne à l'Aisne et donc on considère une consommation, c'est une perte, par exemple. Le prélèvement qui est réalisé en Marne, en fait, il est envoyé vers le bassin de l'Aisne. Donc ça, c'est une consommation. D'accord. Une autre question. Ne devrions-nous pas plus pomper dans les nappes pour limiter l'impact sur les rivières tout en réduisant notre consommation? Si les autres Heu intervenants veulent répondre aussi, pas de souci. N'est-ce pas, Charlotte? C'est vrai que moi, je suis plus, surface, mais en fait, on voit qu'aujourd'hui, grâce au soutien des tièges, bah, on peut répondre aux besoins. Demain, on sera peut-être amené à s'adapter. On voit aujourd'hui que, bah, il y a des bassins qui sont complètement en tension et on va, du coup, plutôt aller voir ailleurs, plutôt aller voir, même plutôt un prélèvement réalisé en nappe. On va plutôt aller le basculer sur un prélèvement en nappe, mais proche d'un corridor, réalimenté et donc ça, c'est ce qui commence à se faire aujourd'hui et on voit que parce que, nous, on arrive à sécuriser la ressource et hem et au lieu d'adapter nos prélèvements, ben, on va plutôt venir, prélever ailleurs et notamment sur les corridors, enfin les axes réalimentés, toujours, sur les nappes d'accompagnement. Et une petite question peut-être pour Florence, le fait de prélever davantage dans les nappes phréatiques, quel impact écologique en fait ça a? Est-ce que c'est la solution plutôt que de prélever dans les cours d'eau? Ben, non, en fait, normalement, les nappes, elles sont plus résilientes hein, que les cours d'eau. Là, c'est bien parce qu'ils stockent des quantités importantes, donc qu'ils arrivent à maintenir pour l'instant, en tout cas, les débits d'étiage. Mais les stockages en nappes sont très importants. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, même si on n'est pas sur des volumes énormes en nappes dans le bassin de la Seine, les années sèches, les prélèvements représentent quand même presque 50% de la recharge. Donc, c'est quand même déjà non négligeable. Donc, voilà, c'est pour dire que en fait, tout dépend. En temps normal, tout va bien, mais quand les années commencent à être sèches, eh bien, finalement, tout de suite, ça peut poser des problèmes. Et le cumul d'années sèches, encore une fois, posera aussi des problèmes à Seine-Grand-Lac. Mais en espérant qu'on n'arrive pas jusque-là, bien sûr. Et en termes d'environnement, bien sûr, les nappes, les nappes, finalement, c'est elles qui alimentent un petit peu les zones humides. Et les zones humides sont des zones très riches en biodiversité, mais aussi ont des impacts importants sur la qualité de l'eau. Donc, quand on réduit finalement le niveau des nappes, eh bien, on restreint finalement un petit peu l'extension de ces zones humides et donc il y a des conséquences effectivement sur la biodiversité notamment. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais Non, merci beaucoup, ça fait bien le lien. Peut-être on va passer la parole à Monsieur Gestin. Il y a encore des questions.
On pourra y revenir à la fin de la présentation, du webinaire. On aura 20 minutes de questions-réponses. Il y a des questions justement qui sont en lien avec la présentation de Monsieur Gestin. Je vous passe la parole avec une question. Est-ce qu'un jour on va manquer d'eau potable à Paris? Et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen aussi pour aussi agir et préserver cette eau? Bonsoir à tous. Oui, on va manquer d'eau, ça va être terrible. Non, c'était évidemment pour vérifier que tout le monde était encore debout. Je vais répondre dans le cours de la présentation à cette question, qui est une question importante, avec une réponse qui, vous allez voir, elle évolue avec nos réflexions. Je voudrais d'abord remercier les intervenantes précédentes parce que vous avez en fait tout dit. Et nous, Hauts-de-Paris, opérateur du service public de l'eau parisien, on est en aval au sens littéral et au sens figuré de tout ce que vous avez dit. On est en aval de l'action de l'EPTB Seine-Grand-Lac sur le soutien d'étiage. Dépend de vous, je vais y revenir. On est aussi en aval de toutes les réflexions et toutes les projections que Florence Abetz a décrites sur l'impact du changement climatique. Donc, c'est deux tendances qui sont un peu dans des sens contradictoires. D'un côté, on est rassuré par le fait d'avoir un soutien d'étiage important et qui fonctionne. De l'autre côté, on est interpellé par la rapidité avec laquelle le changement climatique vient remettre en question le fonctionnement actuel du bassin hydrographique de la Seine. Mais je vais y revenir. Quelques mots sur Hauts-de-Paris en un coup d'œil. Alors, Hauts-de-Paris, on est l'opérateur du service public d'eau potable de la ville de Paris, 100% public, 100% intérêt général depuis 2010, avec, entre autres effets de cette gestion publique efficace, le prix de l'eau le moins cher d'Île-de-France. Donc c'est très bien, mais en même temps, on peut se dire que l'eau est un bien rare, elle a un certain prix aussi, elle a un prix environnemental. Je vous dirai tout à l'heure comment on fait pour conjuguer accessibilité économique universelle de l'eau et protection de la ressource à long terme. Une bonne carte vaut mieux qu'un long discours, pardon pour la mauvaise paraphrase de la parole attribuée à Napoléon Bonaparte. Cette carte elle est extrêmement importante parce que justement, elle vous montre que Paris, c'est un tout petit point au milieu du bassin hydrographique de la Seine et que Paris a la chance de compter sur un schéma d'approvisionnement qui est extrêmement diversifié, parce que nous reposons à la fois, et je fais référence à des discussions qu'on a eues avec Charlotte, avec Florence, qui puisent à la fois dans des réserves d'eau souterraines. Hein, c'est des taches, alors sur mon écran, elles sont bleu-violettes, sur le vôtre, je ne sais pas quelle couleur elles sont, qui sont les aires d'alimentation de captage d'eau de Paris, mais aussi sur des aquifères de surface, la Seine et la Marne. Et donc cette diversité, il faut que vous l'ayez vraiment en tête hein, pour la réponse à la question, Paris va-t-elle manquer d'eau? On a la chance d'avoir plusieurs sources, plusieurs approvisionnements différents et c'est excessivement important à avoir en tête. Voilà. Donc Haut-de-Paris, c'est un schéma d'approvisionnement complexe, résilient, diversifié, qui s'étend sur tout le bassin hydrographique de la Seine, en tout cas sur une large partie de celui-ci. Voilà une donnée d'entrée qui est extrêmement importante. J'en dirai pas plus sur Haut-de-Paris. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre tout à l'heure. Sécheresse et risques quantitatifs. Le sous-titre que j'ai mis, il est vraiment important et il traduit cette évolution de notre façon d'appréhender les choses, du fantasme de la sécheresse. C'est un truc qui alimente beaucoup les écrivains de science-fiction, qui parfois fait trembler les élus, les hommes politiques qui aiment bien les trucs un peu sensationnistes. Et nous, on avait une réponse qui était quand même très rassurante, hein, fondée sur ce schéma d'alimentation très résilient. Et puis, l'ombre d'un doute. J'y viens tout de suite. Vous m'auriez interrogé il y a un an, je vous aurais dit la sécheresse du point de vue de l'alimentation en eau potable. Je ne mets pas du point de vue de la sécheresse agricole, je ne mets pas du point de vue d'autres utilisateurs de l'eau, je me place d'un point de vue d'alimentation en eau potable de Paris. Je ne parle que de Paris, que du bassin parisien, pas d'autres secteurs plus impactés par des effets déjà présents du changement climatique. Je vous aurais dit c'est un fantasme. C'est une chance sur plusieurs millions. Et Haut-de-Paris passe beaucoup de temps avec la ville de Paris à faire des projections sur les risques qu'on a à gérer. On fait des études de risques et le risque sécheresse, c'est un risque qu'on n'avait pas traité. Parce que dans nos modèles statistiques, la probabilité dans une sécheresse qui viendrait mettre en difficulté l'alimentation en eau potable des Parisiens était excessivement faible. Alors, les raisons, je les ai évoquées rapidement, je les rappelle. Un système résilient, plusieurs sources, un soutien d'étiage, l'action de l'EPTB, l'appui sur des nappes qui sont très constantes, qui sont peu sensibles aux effets météorologiques,
qui sont moins sensibles que d'autres ressources aux effets du changement climatique également. Donc on arrivait avec beaucoup de confiance. Et puis on a eu cet hiver, une sécheresse hivernale qu'on n'avait jamais vue, hein, ça a été dit tout à l'heure en introduction. Alors moi j'étais resté à 42 jours sans pluie, j'ai entendu je crois 46. On n'avait jamais vu ça. Et on a vu une sécheresse hivernale à une période qui est la période de recharge de nappe. Donc ça a été une espèce de déclic. Donc maintenant, et vous avez l'image là, qui n'est pas une image de bassin parisien, c'est l'image du lac de Serre-Ponçon, hein. Le Serre-Ponçon, c'est la grande réserve d'eau, une grande partie du sud de la France. Donc quand vous voyez qu'en mars, date à laquelle a pris cette photo, il n'y a pratiquement pas d'eau à Serre-Ponçon alors que le lac devrait être plein, ça donne un indicateur aussi de la rapidité avec laquelle nos modèles sont en train d'évoluer ou sont en train d'être remis en question par le changement climatique. Donc on commence à penser que le risque quantitatif pour l'alimentation en eau potable est un risque qu'il faut prendre en compte. Et on commence surtout à se dire que même si l'alimentation en eau potable va rester une priorité, ça a été dit déjà auparavant, je ne vais pas revenir dessus, les conflits d'usage vont devenir de plus en plus frappants. Donc, mettons qu'il reste de l'eau pour l'alimentation en eau potable. Peut-être qu'on aura le choix dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être dans 2 ans ou 5 ans, entre refroidir la centrale de nos gens, donc avoir de l'électricité, ou maintenir un soutien à l'irrigation qui va devenir importante pour préserver la récolte en blé ou la récolte en betterave, hein, qui sont des cultures extrêmement importantes pour le bassin parisien. Donc sur l'eau potable, on est peut-être moins inquiet, mais on sait qu'on va être, nous, partie de choix qui vont être des choix extrêmement douloureux, extrêmement compliqués à faire et qui risquent de se poser. Donc on aborde ces questions-là du risque quantitatif d'une manière différente. Alors, on ne l'a pas découvert avec la sécheresse de l'hiver. On a toujours travaillé sur le maintien d'un approvisionnement quantitatif en eau suffisant. C'est la diapo d'après. La première chose que je voulais vous dire sur la protection de la ressource, c'est qu'on fait tout à fait le lien, et ça Florence Abad l'a dit à plusieurs reprises, et j'ai abondé dans son sens quand elle l'a fait, entre protection quantitative et protection qualitative. À Haute-Paris, depuis très longtemps, depuis maintenant une trentaine d'années, on travaille sur la protection qualitative de la ressource. Éviter de polluer l'eau à la source pour avoir de l'eau de la meilleure qualité. Et tout ce qu'on fait en matière de protection de la ressource en eau, je pourrais vous le décrire pendant des heures, je ne vais pas le faire. On aide notamment les agriculteurs à utiliser moins d'intrants agricoles, moins de pesticides, moins d'herbicides, moins d'engrais pour avoir une meilleure qualité d'eau. On le fait pour avoir une eau de qualité. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire, même si ce n'est pas le but, que ça va avoir un impact quand même sur la préservation quantitative. Parce qu'on va maintenir des couverts végétaux en hiver, on va limiter les effets d'érosion, les effets de drainage, on va maintenir des haies qui permettent de retenir un peu les polluants, éviter qu'ils se diffusent trop rapidement vers les nappes. Et ces ralentissent aussi le cycle de l'eau, vont limiter, vont permettre de retenir un peu plus longtemps l'eau dans les sols, etc., etc. Donc quand on protège l'eau, et je dis quoi qu'il en coûte, c'est pas le quoi qu'il en coûte du président de la République, c'est le quoi qu'il en coûte parce que c'est des investissements de long terme en fait. On met de l'argent, on met de l'ingénierie, on met de l'intelligence dans la protection de la ressource en eau. On sait que ça a de l'effet, ça n'a pas de l'effet tout de suite, mais on travaille sur le très long terme. Quand on le fait pour la qualité, je pense, ma spécialité, je pense qu'on le fait aussi pour la quantité avec peut-être un impact un peu moins direct. La deuxième chose qu'on fait, d'ores et déjà, on le fait depuis très longtemps aussi, c'est, je vous renvoie à la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, je la réaffiche quelques instants. On a le choix de où est-ce qu'on prélève l'eau. Et donc, quand on est en période d'étiage, en fonction des endroits du bassin parisien où l'étiage est plus ou moins sévère, Haute-Paris, la ville de Paris, adapte ses prélèvements. Donc, je donne un exemple très concret. Cette année, on a eu assez tôt des arrêtés sécheresse sur tous les vecteurs de souterraines. On a freiné les prélèvements dans les aires de captage de ces vecteurs de souterraines, à l'ouest de Paris, au sud de Paris, et on a plutôt essayé d'orienter notre production vers la Seine et la Marne, qui était bien soutenue par les lacs réservoirs. Ce n'est pas l'intérêt d'eau de Paris, puisque l'eau de surface est un peu plus chère. Par contre, c'est l'intérêt d'une gestion, je reviens à ma diapo tout à l'heure, une gestion solidaire aussi de l'eau. L'eau qu'on puise à Paris, ce n'est pas l'eau qui appartient à Paris, c'est l'eau qui appartient à tout le monde, c'est l'eau du bassin. Donc on essaye aussi de limiter les prélèvements dans les zones qui sont les plus en tension quantitative.
Troisième chose qu'on fait, ça on le fait depuis très longtemps, c'est l'eau est un bien précieux, quoi qu'il arrive. Qu'il y en ait beaucoup ou pas beaucoup, c'est un bien précieux. C'est un bien précieux. Aussi dans une logique un peu globale, c'est vrai qu'en région parisienne, on a tendance à penser qu'on ne va pas manquer d'eau de manière sévère demain. On pense aussi à d'autres régions françaises, à d'autres régions d'Europe, à d'autres régions du monde où l'eau est beaucoup plus rare. Donc il ne faut pas en perdre une goutte. Et là, on va revenir sur les logiques de rendement. Et la petite photo que vous avez en bas à gauche, c'est un capteur acoustique qui nous aide à détecter les fuites. On en a posé plus de 3000 sur le réseau parisien d'eau potable qui nous permet d'aller chercher les fuites plus vite et d'éviter qu'elles soient perdues. Donc, ne pas perdre une goutte d'eau, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien avec Paris. Je pourrais revenir aussi sur les techniques qu'on utilise si vous avez des questions plus précises. Je voudrais quand même beaucoup insister sur la petite image à droite. Là, c'est une petite illustration sympathique avec une jeune fille qui boit de l'eau. Nos consommations d'eau, c'est aussi nos comportements qui les déterminent. On a dit tout à l'heure que les Parisiens et les Parisiennes consommaient 120 litres d'eau par jour par personne. Ça, c'est que la consommation d'eau potable, telle qu'on l'estime aujourd'hui. C'est ce qui coule dans votre robinet, ce que vous utilisez pour aller aux toilettes, pour prendre votre douche, vos bains, pour utiliser vos appareils électroménagers. C'est qu'une partie de notre consommation d'eau. C'est la partie la plus visible, mais sans doute la plus réduite. Pour ajouter à ça, la consommation d'eau non potable. J'en parle dans une minute. Marie-Pierre Padovani va venir aussi. C'est une spécialité parisienne. On rajoute à l'eau potable une consommation d'eau non potable qui est parfaitement nécessaire et justifiée, mais qui ajoute. Et puis, il faut rajouter une autre consommation d'eau, beaucoup moins visible et beaucoup plus importante et beaucoup plus sensible à mon sens, mais ça, c'est un point de vue personnel. C'est ce qu'on appelle la consommation d'eau importée ou d'eau virtuelle. C'est toute l'eau que nous consommons par les produits que nous utilisons, que nous achetons et que nous jetons. Donc, quand vous achetez un téléphone portable, c'est des milliers de litres d'eau qui sont consommés, pas ici en France, dans le bassin parisien, où on a encore aujourd'hui assez d'eau pour nos usages. C'est des consommations d'eau qui sont importées d'autres pays, qui peuvent être des pays en grave tension. Quand vous prenez, je sais pas, une chemise en coton, si le coton de ma chemise est produit en Inde, j'importe des centaines de litres d'eau par kilogramme de coton dans un pays qui va connaître dans les décennies qui viennent des tensions quantitatives et qualitatives absolument aiguës et dramatiques sur ses ressources en eau potable. Voilà, donc il faut s'éduquer à une bonne consommation d'eau. Ce n'est pas simplement la douche ou le bain, c'est aussi toutes nos consommations, ce qu'on mange, nos vêtements, nos appareils, tout ce qu'on utilise au quotidien qui consomme de l'eau quelque part. Voilà. Donc c'est un bien commun de gestion solidaire et je pense que le message que je voulais faire passer, c'est peut-être que nous, en eau potable à Paris, on a des inquiétudes modérées, même si on en a plus qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais en tout cas, il faut être inquiet pour la disponibilité de la ressource quantitative au niveau global. Alors, on a des moyens d'utiliser un peu moins d'eau potable à Paris, et c'est ce qu'on appelle, Marie-Pierre va revenir dessus, je suis désolé de te spoiler un peu, de te divulgacher ta présentation, Marie-Pierre, ce qu'on appelle entre nous le mix hydrique, la capacité d'utiliser plusieurs types d'eau pour plusieurs usages à Paris. Alors, de l'eau potable, de l'eau non potable, de l'eau pluviale, de l'eau grise, de l'eau noire, de l'eau d'exor, ça reste de l'eau. Hein. Tant qu'on consomme de l'eau, on consomme de l'eau qu'on prend dans la nature, en fait. C'est pas la nôtre, c'est l'eau de la nature. Mais bon, quand même, on peut se dire que pour certains usages, utiliser de l'eau potable, c'est mieux que de mettre de l'eau hyper traitée avec des réactifs et des produits chimiques. Donc, on a le réseau d'eau non potable à Paris. J'en dis pas trop parce que je sais que Marie-Pierre va en parler. C'est un atout historique. Et là, je vous ai mis une petite photo à droite avec la Tour Eiffel en fond. C'est le réservoir d'eau non potable de Passy, dans le 16e arrondissement. L'eau non potable, c'est un réseau qui est alimenté essentiellement par le canal de l'Ourcq, qui est de l'eau prélevée en Marne et dans la rivière Ourcq qui vient alimenter le canal. Donc, c'est l'eau qui vient de quelque part. Elle est quand même prise quelque part. On essaye de faire de Paris, et c'était une demande de l'APC d'en parler, c'est de diversifier les sources d'approvisionnement de ce réseau. En eau potable, on a 5 sources d'approvisionnement différentes. En eau non potable, on en avait 2. On avait le canal de l'Ourcq et la Seine. On essaye de rajouter des eaux, on va appeler non conventionnelles, qui sont un peu originales, qui sont des eaux, entre guillemets, inutiles, voire des eaux néfastes. On essaye d'en faire de la ressource. Et donc, une des idées qu'on a pu avoir avec nos amis de la RATP, c'est d'utiliser les eaux d'exor. Les eaux d'exor, c'est des eaux qui traînent dans le sous-sol parisien, qui sont une plaie pour l'étanchéité des stations de métro. Et donc, la RATP, aujourd'hui, les pompe et les rejette dans l'assainissement. Donc, on a eu l'idée, en 2019, de récolter, là où c'était possible, une partie de ces eaux,
Donc, contrôler la qualité, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi dans le réseau d'eau potable, et de la réinjecter dans ce réseau d'eau potable pour faire une eau nouvelle. Et donc ça, c'est l'image que vous avez en bas à gauche, c'est le premier test qu'on a fait sur cette injection d'eau d'Exor dans le réseau d'eau potable à la station Ballard. Ça marche depuis 4 ans, ça marche pas mal. Et on a quelques projets supplémentaires avec la RATP. Alors là, je vous parle de quelques centaines de milliers de mètres cubes par an, alors que la consommation d'eau non potable parisienne, c'est 67 millions. Donc on est à la marge, mais c'est comme la douche ou le bain. C'est la somme de petits efforts de ce type-là qui finiront par réduire l'empreinte eau, ou en tout cas mieux utiliser l'eau disponible sur le territoire parisien. Voilà, je pourrais en dire beaucoup plus, je ne veux pas être trop long. Merci de votre attention et puis j'attends avec impatience la présentation de Marie-Pierre qui va venir sans doute approfondir certains des aspects rapidement évoqués dans mon propos. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gestin. Ma transition toute faite. Marie-Pierre, je vous laisse la parole. On a pris un peu de retard, du coup, vraiment, si vous pouvez condenser un peu en Oui, 10 en minutes fait, je vais max. essayer déjà de partager l'écran Ah oui, qui est toujours l'exercice. Alors, le plus compliqué. oui, Voilà, on voit l'écran. vous voyez l'écran, vous C'est pas en voyez. plein écran, mais ça, vous pouvez Pas le faire en- défiler les slides. Est-ce que si je le fais comme ça marche? Est-ce que vous. Hop, 1, 5. Ça charge. Est-ce que comme ça fonctionne? Non. Ah oui, si, c'est bon. Voilà. C'est bon? Et c'est en plein Parfait. écran? C'est parfait. Vous pouvez y Bon, aller. très bien. Merci beaucoup. Ah ben, je vous en prie. Donc, on va déjà parler un peu de la consommation d'eau à Paris, juste des quelques petits compléments par rapport à ce qu'a dit Benjamin, puisque effectivement nos présentations sont plutôt complémentaires. C'est la consommation d'eau à Paris. De quoi parle-t-on? En 2022, la consommation d'eau à Paris, c'était en gros 160 millions de mètres cubes, dont 3,7 millions pour l'administration parisienne, donc pour tous les équipements, les parcs, les équipements publics, les bâtiments. Voilà. 3,7 millions, soit de 2,5% de la consommation totale du territoire parisien. La réponse à la question du quiz, donc effectivement, un Parisien consomme en moyenne 120 litres d'eau par jour. Ça, c'est d'eau potable. Et comme l'a indiqué Benjamin précédemment, la spécificité de Paris, c'est d'avoir un réseau jumeau du réseau d'eau potable, qui est le réseau d'eau non potable, qui prélève du côté de la Seine-et-Marne au nord, alors que vous avez vu que les ressources pour l'eau potable, c'était la Seine-et-Marne au sud plutôt. Donc dans le nord, depuis la rivière Ourcq, donc on monte même jusqu'à l'Aisne, et cette rivière canalisée qui arrive par le canal de l'Ourcq au bassin de la Villette et qui alimente canal Saint-Martin, canal Saint-Denis et le réseau d'eau non potable. Donc, c'est quand même 78 millions de mètres cubes par an, soit une moyenne de 213 000 mètres cubes jour. La consommation de l'administration parisienne se concentre sur 4 directions, qui sont la direction des espaces verts, la direction de la jeunesse et des sports et la direction du patrimoine et de l'architecture. Et la DPE. Mais voilà, les principaux postes de consommation selon les deux réseaux sont, vous avez les parcs et jardins, les piscines, en termes d'eau potable, c'est un gros poste, et les bâtiments publics. Sur le réseau d'eau non potable, c'est un réseau historique, donc l'eau non potable n'a pas la qualité sanitaire de l'eau potable, d'où son nom, mais pour autant, elle permet des usages, et c'est là on peut dire quand même que nos ancêtres avaient quand même un peu le génie de l'organisation hydrique du système d'alimentation parisien, puisque ça permet d'alimenter les réservoirs de chasse. Donc c'est dans le quiz, c'est ce qu'on appelait l'entretien des égouts. Donc en fait, c'est ce qui permet de nettoyer les égouts parisiens.
qui se trouve sous les rues. Mais ça permet aussi d'alimenter le réseau hydrique des bois, et notamment tout ce qui est lacs et rivières, des bois et des parcs et jardins qui ont été réalisés sous Alphand et donc du temps d'Haussmann. Donc des usages qui ne nécessitent pas d'eau potable. Un autre aspect, mais qui est moins consommateur d'eau aujourd'hui, mais que l'on voit et du coup qui peut interpeller, c'est le coulage des caniveaux et le nettoyage des voiries. Alors, contrairement à beaucoup de villes en France qui ne disposent pas d'un double réseau, Paris nettoie ses voiries et ses caniveaux et par de l'eau non potable. Donc, ça n'est pas de l'eau potable. C'est quand même aussi un sujet voilà, qui est une bonne préservation de ressources. La sécheresse que l'on a connue en 2022 et qui s'est poursuivie à l'hiver 2023 nous a quand même si, comme a dit Benjamin, il n'y avait pas forcément une grosse inquiétude sur l'alimentation en eau potable, on s'est quand même interrogé côté ville sur, mais finalement, de la même manière que le meilleur déchet, c'est celui que je ne génère pas, ou la meilleure énergie, c'est celle que je ne consomme pas, finalement, est-ce que je peux aussi améliorer ma consommation d'eau au global, potable ou non potable, de manière à participer à l'effort de sobriété hydrique. Cet effort de sobriété hydrique, il a été aussi impulsé et annoncé officiellement par le gouvernement dans son plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau à fin mars. Et la ville de Paris travaille en ce moment à la réalisation d'un plan de sobriété hydrique de son administration afin de réduire ses prélèvements d'eau pour ses usages et être résilient face au risque de sécheresse. Donc, ce plan de sobriété hydrique reprend 4 axes qui sont assez classiques. Et j'ai vu quelques questions dans les petites bulles questions-réponses sur le mix hydrique. Oui, donc on va déjà faire un diagnostic assez fin de nos consommations et de nos prélèvements de manière à voir les marges de manœuvre et comment les réduire. Donc là, sous les deux aspects, eau potable ou non potable. L'entretien du patrimoine, qui est, même si, comme l'a dit Benjamin, il y a des efforts très conséquents de fait sur la réduction des fuites sur l'eau potable, puisque à Paris, on a un rendement de réseau qui est de 91%, qui est un des meilleurs de France. Il faut voir qu'en France, les moyennes des rendements de réseau de distribution d'eau, c'est plutôt 80%, 85% pour les métropoles. Donc voilà, on est déjà en termes de distribution d'eau potable à un niveau très conséquent. Maintenant, il y a un double réseau, donc regardons aussi quelles sont les marges de manœuvre en termes de réduction de consommation sur ce réseau d'eau non potable. Le deuxième, donc entretien du patrimoine, recours au mix hydrique, parce qu'effectivement, en ressources, on a nos eaux de surface, la Marne, la Seine, la rivière Ourcq, mais on a aussi nos prélèvements en nappe d'eau souterraine. Et comme l'a annoncé Benjamin, il y a également des eaux non conventionnelles qui peuvent être la récupération des eaux de pluie, mais pour ça, il faut qu'il pleuve, donc hors période de sécheresse. Et les eaux d'exor, qui sont les eaux de nappe. Dès qu'à Paris, il y a la RATP, bien sûr, de par son réseau métropolitain, mais vous avez aussi potentiellement tout ce qui est parking souterrain. Dès que vous êtes à 3 niveaux de parking, pas très loin de la Seine, vous êtes dans la nappe alluviale, donc vous êtes obligé de pomper pour éviter que ces eaux inondent le parking. Donc, soit vous le rejetez en assainissement. Si vous n'êtes pas très loin de la Seine, vous les rejetez dans le milieu naturel, ce qui est plutôt bon. Mais la plupart du temps, sont rejetés en réseau d'assainissement. Donc, c'est aussi une ressource supplémentaire. Et le quatrième axe, qui est un renforcement des connaissances, donc par l'instrumentation et la sensibilisation du public. On a également à Paris un plan climat-air-énergie territorial qui va intégrer un volet eau en annonçant
les grands axes du plan de sobriété hydrique qui va se décliner, lui, en actions concrètes pour les services municipaux. Alors, en quoi ça peut consister, ces actions? Alors, il y en a qui existent déjà, parce que la problématique de l'eau, elle a un sujet de ressources, elle a également un sujet de facturation et de coûts et de charges donc pour les services. Donc c'est quelque chose qui a déjà été regardé, et en particulier nos collègues des espaces verts et de l'environnement cherchent à adapter au maximum la palette végétale des parcs et jardins en envisageant et en privilégiant des essences végétales moins gourmandes en eau. De la même manière, on va optimiser l'arrosage. Si on est en arrosage automatique, on privilégiera l'arrosage plutôt nocturne qu'en pleine journée. Nos collègues de la jeunesse et des sports, je vous ai dit que les deux premiers gros postes de consommation d'eau potable, c'était les parcs et jardins et des piscines. Nos collègues de la jeunesse et des sports qui gèrent les piscines ont entamé des grosses réhabilitations de piscines, et notamment ce qu'on appelle des contrats de performance énergétique. Et on s'aperçoit qu'avec ces contrats de performance énergétique, on génère également des économies d'eau à hauteur de 30%. Donc c'est loin d'être négligeable. Le plan Paris-Pluie, mais bon, la pluie, c'est quand il pleut, donc la sécheresse un peu moins, mais néanmoins, là, il faut, dans cette optique de se dire, mais l'eau, il n'y a pas d'eau inutile, l'eau pluviale est aussi une ressource, en fait. Donc, plutôt que de l'envoyer directement en réseau d'assainissement, est-ce que je peux l'utiliser pour alimenter des toilettes de chasse d'eau? Est-ce que je peux végétaliser la ville et du coup utiliser pleinement cette ressource qui nous vient du ciel? Et le dernier, parce que dans une administration, on aime bien les plans et les guides, on a également réalisé un guide environnemental à l'attention des aménageurs pour leur indiquer la réglementation, son évolution, et des fiches pratiques qu'ils peuvent mettre en œuvre sur de l'aménagement de quartiers, d'espaces publics. Paris également a un plan Paris frais, parce qu'une fois qu'il fait chaud et qu'on est en zone de canicule, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire et adapter la ville à cette canicule et à ces hausses de température? Déjà, c'est végétaliser. Donc, planter des arbres, installer des ombrières, parce qu'il y a des zones où malheureusement, de par les réseaux d'eau, les réseaux souterrains qui se trouvent sous la ville, vous ne pouvez pas planter d'arbres, il n'y a pas de place de pleine terre pour ça. Donc, on peut par contre implanter des ombrières sur ces zones-là. Haute-Paris, dans la politique de rafraîchissement, accompagne fortement la ville avec la mise en place notamment de 1200 fontaines sur l'espace public, qui est quand même assez conséquent, avec notamment 40 nouvelles fontaines 2 en 1, qui font, alors ce qu'on appelle 2 en 1, c'est à la fois qui rafraîchissent par la boisson et qui rafraîchissent par de la brumisation. Dans les espaces verts ou sur Paris-Plage également, vous pouvez le voir, il y a des brumisateurs qui ont été développés. On a mis en œuvre des espaces de fraîcheur pour lutter contre l'îlot de chaleur urbain, donc les 15 rues aux écoles qui aménagées avec des nouvelles rues végétalisées et des cours oasis dans les écoles supplémentaires. Il y a des nouveaux projets d'îlots de fraîcheur, et on finance également, puisqu'il y a certes l'espace public, mais il y a aussi les bâtiments, des rénovations thermiques de logements qui maintenant prennent en compte également la chaleur, parce qu'au départ, la rénovation thermique visait beaucoup à diminuer les consommations d'énergie, mais on s'aperçoit également qu'il faut lutter contre la chaleur l'été. On peut noter à ce titre que la ville va se doter d'un plan local d'urbanisme bioclimatique
qui va aussi dans le sens de comment je fais pour adapter la ville au phénomène de sécheresse et de chaleur intense. Marie-Pierre, je suis désolée, je ne veux pas vous couper, mais si vous avez encore une slide, peut-être conclure pour qu'on ait le temps pour les questions, ce qui va bientôt être l'heure. Certainement. Certainement, juste alors je termine avec la mallette sécheresse qui, elle, qui est un plan d'action en fait envers les services municipaux pour dire qu'est-ce qui se passe quand je suis en cas de crise, parce on a vu que en fonction même si les 5 grands lacs nous donnent du débit qui permet de maintenir un certain niveau dans les lacs de la Seine et de la Marne, dans les rivières de la Seine et de la Marne, euh, il peut y avoir que ces débits atteignent certains seuils qui nécessitent des restrictions d'usage. Et donc, Paris s'est doté d'une mallette sécheresse pour mettre en place les restrictions d'usage des services administratifs au fur et à mesure qu'il y a de moins en moins d'eau sur les rivières. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Je vous propose maintenant, il y a beaucoup de questions là qui ont émergé sur le chat et dans l'onglet questions-réponses. Du coup, qu'on en prenne quelques-unes. On dépassera peut-être de 5 minutes si jamais vous voulez rester. Voilà. Mathis, les premières questions. Oui, alors on peut commencer sur la question de la réutilisation des eaux. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Donc, par exemple, une question sur les chasses d'eau, hein, par exemple, est-ce que la réutilisation des eaux pluviales, c'est une solution? Qu'en est-il de la réglementation à ce sujet? Alors là, peut-être Benjamin Gestin, Marie-Pierre. C'est plutôt pour Alors, Marie-Pierre. ouais, d'accord. L'utilisation des eaux pluviales pour alimenter les chasses d'eau des toilettes, c'est une solution, mais encore une fois, euh, c'est une solution, mais en période de sécheresse, il ne pleut pas, quoi. Donc, il faut avoir une alimentation de secours, en quelque sorte. Et aujourd'hui, la réglementation date de 2008 et ne rend pas cette utilisation possible dans certains établissements, tels que les établissements sensibles, donc les crèches, les EHPAD. Donc, ça n'est pas envisageable enfin, ça n'est pas envisageable partout. Ouais, moi, je voudrais insister, je l'ai dit dans les questions-réponses là, par écrit, sur le fait qu'à Paris, on est quand même dans un bâti historique constitué dans lequel il est très compliqué de rajouter des réseaux d'eau. Je ne sais pas où habitent les uns et les autres, mais dans mon immeuble haussmannien, rajouter un réseau d'eau, ça coûterait extrêmement cher. Il y aurait des risques de mauvaise connexion entre le réseau d'eau potable, le réseau d'eau grise, le réseau d'eau pluviale, avec des risques sanitaires associés. Donc, compte tenu de la situation hydrologique de Paris, où le risque quantitatif commence à poindre, mais n'est pas caractérisé, on a d'autres choses à faire avant. Je pense que c'est des questions qu'il faut garder en tête, qui sont très pertinentes sur du nouveau bâti, extrêmement pertinentes sur des zones en extrême tension quantitative, mais qu'à Paris, on a tellement de choses à faire avant que c'est une idée peut-être pour plus tard. Oui, pardon, juste pour aller dans ton sens, Benjamin, effectivement, ce sont des solutions que l'on envisage plutôt dans des nouveaux quartiers ou ce qu'on appelle des zones d'aménagement concerté, où là, c'est des nouvelles constructions et le bâti existant est quand même assez contraignant en soi, quoi. D'accord. Donc, une nouvelle question, plutôt sur l'infiltration de l'eau. Donc, quel est l'intérêt d'infiltrer l'eau à la parcelle et quelle est, s'il y en a, la conséquence de cette infiltration sur la concentration des eaux en polluants et en matière dans les réseaux? Euh, donc là aussi, peut-être Benjamin Gestin ou Florence Abetz, peut-être. Laurence, je ne sais pas si votre micro fonctionne. Ah. Eh bien, en tout cas, pour l'infiltration, c'est sûr que enfin, dans les zones urbaines, l'eau a tendance à ruisseler et finalement perd de la qualité et puis peut générer des dégâts. Donc, quand on peut infiltrer l'eau, ça veut dire finalement quand le sol
est capable de supporter cette charge en eau. On sait qu'en région parisienne, parfois, il y a du gypse qui, lui, peut se dissoudre avec l'eau, donc c'est pas très favorable. Ou alors que, en fait, il y a des constructions sous la terre, comme des métros, tout ça, donc c'est peut-être pas très favorable, mais partout ailleurs, réinfiltrer l'eau, ça peut être très intéressant, hein, ça va recharger potentiellement les nappes. En tout cas, ça va différer le transfert d'eau, et c'est une eau qui peut être aussi, du coup, réutilisée a posteriori par les plantes, les arbres en particulier. Donc oui, rendre les villes plus perméables, je pense que c'est un enjeu qui est bien compris de toutes les villes, et je suis sûre que Paris est très... Enfin, ils en ont parlé hein, déjà, hein, notamment les cours Oasis, tout ça, donc c'est quelque chose de très favorable. Et la recharge en général, comme l'a dit aussi Benjamin Gestin, hein, sur les bassins d'alimentation de captage, le fait de modifier les assolements pour avoir des plantes plus pérennes, et puis donc potentiellement une recharge favorisée des nappes, tout ça c'est très favorable. Euh, une autre question qui est un peu en lien, c'est sur la végétalisation. Est-ce que la végétalisation massive, ce serait contradictoire du coup avec des politiques de préservation de la ressource? On sait que par exemple la végétalisation des façades, ça peut consommer beaucoup d'eau. Et aussi quelles sont les nouvelles plantes qui sont mises en place à Paris euh, pour, euh, pour être moins gourmandes en eau. Marie-Pierre Padovani peut-être? Ouais, j'ai pas forcément le nom des essences moins gourmandes en eau, mais par contre, effectivement, on a nos collègues, nos experts des espaces verts travaillent à une palette végétale moins consommatrice. Donc, cette palette peut être mise à disposition aussi des riverains. Si on envisage un mur végétalisé, on mettra plutôt une essence et une essence moins gourmande que celle qu'on aurait mis il y a peut-être 5 ans seulement, en fait. Si je peux me permettre de compléter sur ce sujet, l'Agence parisienne du climat accompagne aussi un dispositif de la ville de Paris qui s'appelle CoProasis et qui vise à accompagner les particuliers dans des démarches de végétalisation, notamment de leurs cours d'immeubles, avec cet objectif-là, en fait, de favoriser vraiment la désimperméabilisation et infiltrer au maximum les eaux pluviales à la parcelle. Et dans les copropriétés, notamment, il y a cette possibilité. Et donc, il y a des toitures végétalisées, la désimperméabilisation des cours ou des façades aussi végétalisées. Mais pour les façades, on est plutôt dans un changement d'optique. Là, on va pas imaginer une façade végétalisée comme il y a pour le musée Jacques Chirac. Ça va plutôt être des plantes grimpantes, voilà, qui sont beaucoup, beaucoup moins gourmandes en eau. Et je termine. Une question par rapport au réacteur nucléaire de la centrale de Nogent. Est-ce qu'il existe donc des dispositifs s'il y a un manque d'eau pour la rafraîchir? Sur ce coup-là, peut-être Charlotte Barbet? Je connais pas les dispositifs de la centrale de Nogent, mais jusqu'à présent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on échange beaucoup par rapport à la ressource disponible avec la centrale. On peut adapter en fonction du volume stocké. On peut adapter nos restitutions. C'est souvent fait avant le soutien d'étiage, enfin avant, au tout début du démarrage. On adapte nos restitutions, mais voilà, jusqu'à présent, c'est pas une situation qu'on a connue et je pense qu'il faudrait directement s'adresser à EDF pour savoir comment ils feraient si on n'avait plus d'eau. Mais voilà, c'est pas une situation rencontrée aujourd'hui. Peut-être juste, il y avait une question aussi sur les gros consommateurs d'eau. Et juste pour rebondir, qui prend la décision en fait en cas de conflit d'usage? Est-ce que l'un d'entre vous a la réponse? Benjamin Gestin, a priori. Oui, bah, la réponse c'est que c'est l'État. En cas de crise massive, quantitative sur l'eau, c'est l'État qui arbitre les usages. Donc ça remontera au niveau du préfet coordinateur de bassin, qui est le préfet de la région Île-de-France pour ce qui concerne le bassin de Seine-Normandie, et dans le cadre d'un comité interministériel de crise, dira ça c'est prioritaire, ça l'est pas. On arrête l'irrigation ou on arrête la centrale de Nogent, parce que le dispositif de refroidissement de la centrale quand il n'y a plus d'eau, c'est de l'arrêter, hein. Voilà, merci pour cet élément de réponse.
On avait une question plus par rapport aux citoyens. Quelles sont les actions simples et immédiates que les particuliers peuvent mettre en place pour limiter les causes et les effets des sécheresses? Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous peut répondre à ça. Peut-être Peut-être Aude Paris Marie-Pierre Ah ou ouais, j'allais dire Benjamin. Aude Paris encore. Moi, je peux répondre sur limiter les consommations d'eau, c'est-à-dire être plus sobre d'un point de vue hydrique, hein. Je l'ai déjà indiqué, on a un certain nombre d'éco-gestes qui sont bien connus, que vous retrouverez sur le site de Paris, que la PC promeut par ailleurs, que ça va de des petits gestes qu'on a tous en tête, ne pas faire couler l'eau quand on se brosse les dents, à changer ses équipements, etc., etc. Enfin, je vois que la liste est là. Mais surtout au niveau global, c'est dans nos pratiques de consommation générale qu'il faut réfléchir. C'est d'où viennent vos vêtements, comment ils sont faits, quelle est leur empreinte hydrique, est-ce que vous changez votre téléphone tous les 4 ans, tous les 2 ans, tous les 6 ans? Voilà, moi j'invite vraiment les habitants de Paris. On a la chance d'être dans une zone où les tensions quantitatives sont l'ombre d'un doute, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée, et pas une réalité quotidienne. Nos consommations créent des manques d'eau ailleurs qui sont gravissimes. Et donc, toi, une question, on a eu beaucoup de questions là-dessus, c'était sur les inondations. À Paris, est-ce que le risque le plus fort, ce serait les sécheresses ou les inondations? Et comment on peut éviter les crues à Paris? Alors là, peut-être Florence Abetz. Et Oui, Charlotte. pour ce qui est des inondations, c'est clair. Il ne faut pas s'attendre à une diminution du risque d'inondation, ça paraît assez certain. Mais sinon, en fait, il y a quand même tout un panel de possibles dans le futur. C'est pas impossible que le risque d'inondation également puisse augmenter. Et c'est pas du tout incohérent, comme j'ai essayé de l'expliquer, d'avoir à la fois une hausse du risque sécheresse et même de sécheresse longue, et en même temps et voire même pendant, coupé par des inondations, en fait, enfin, en tout cas par des crues. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'une inondation de type 1910, c'est-à-dire quelque chose qui prend tout le bassin, bon, bah ça peut toujours se produire, mais ce qui va arriver plus fréquemment, c'est un petit peu comme déjà on l'a vu cet été, quoi. Quand il y a 50 millimètres d'eau qui tombent en quelques heures sur une partie de la ville, eh bien là, ça va inonder. Donc on va avoir des inondations ponctuelles qui sont peut-être même pas sur la rivière, mais vraiment, malgré tout, des gens inondés. Ce risque-là, clairement, il augmente dans le futur. Et peut-être, Charlotte, si tu veux compléter, c'est moins sur les inondations par ruissellement, comme vient de me le mentionner Florence, mais sur le rôle aussi de l'EPTB pour réduire les inondations. Il y avait une question aussi là-dessus. Bah oui, en fait, les lacs, ils ont été aussi conçus pour l'écrêtement des crues. Donc c'est une double mission, un peu antagoniste au soutien d'étiage. Mais juste pour compléter, enfin nous, on regarde un peu tout ça. J'ai répondu à une question là dans le chat. On regarde pas simplement l'effet des sécheresses, on regarde aussi comment améliorer notre gestion en période de crue, et notamment à des événements qui vont devenir de plus en plus fréquents. Mais nous, voilà, on est limité, et s'il y a une crue qui est localisée au niveau de Paris, les lacs, ils ont aucun effet. Tout ce qui se passe en aval, on ne peut pas stocker, puisqu'on est situé en amont. Ok, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Ben, je vous propose de clôturer ce café climat. On aurait bien voulu rester plus longtemps. Il y a plein de questions. On essaiera d'apporter aussi de les noter, d'apporter quelques éléments de réponse. Ce webinaire a été enregistré, du coup, il sera disponible sur notre page YouTube si vous voulez le réécouter. Et surtout, on va en faire une bande dessinée. Donc voilà, on vous enverra aussi le lien de cette petite BD. On a l'habitude de faire ça pour tous les cafés climat, donc vous pouvez retrouver toutes les bandes dessinées sur notre site internet. Je vous enverrai le lien également. Une nouvelle fois, merci beaucoup Mathis pour la modération, et puis à tous les intervenants, Cécile, Benjamin, Marie-Pierre, Florence et Charlotte, pour la qualité de vos interventions, leur clarté. C'était un sujet très complexe. Et enfin voilà, c'était passionnant. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Même si ça peut faire venir des inquiétudes, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup d'actions,
beaucoup de potentiel d'action. Et voilà, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses pour tous les gens qui nous ont écoutés. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir. Merci beaucoup.